Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Le Premier ministre Jean Castex vient d'annoncer un projet de loi qui sera présenté au mois de janvier pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Eh bien, je ne sais pas si vous vous rendez compte véritablement du problème, dans ce sens où, en réalité, ils ne font que faire ce que leurs prédécesseurs ont fait, que Macron a fait, que sous Hollande ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place un système temporaire, adapté à la gestion exceptionnelle d'une situation, pour finalement, progressivement, en venir à une institutionnalisation du processus, du procédé. Et force est de constater qu'aujourd'hui, je me pose la question si les attentats de 2015 qui ont amené la loi de lutte terroriste, qui devait être en effet temporaire, n'était pas finalement une sorte de répétition. Une répétition pour voir comment le peuple allait réagir à progressivement voir un certain nombre de textes, un certain nombre de lois, un certain nombre de principes qui étaient dans un appareil législatif temporaire devenir permanent. Le pass sanitaire sert à pousser les gens à faire la 3e dose. Parce qu'en réalité, je pense ne pas me tromper en disant que si Castex fait cette annonce, c'est qu'ils se rendent compte que finalement le pass sanitaire finalement est plutôt bien passé, puisque ça a quand même motivé un grand nombre de Français à se vacciner pour pouvoir bénéficier et jouir de leur loisir, de leur plaisir, de liberté. Sauf que le problème, c'est que les Français ne se sont pas soulevés contre le principe, ne se sont pas soulevés massivement contre le gouvernement, contre leurs parlementaires, contre leurs élus, pour dire « mais attendez, votre passe sanitaire, il est en train de détruire un fondamental de la République, qui est l'égalité, qui est le fait que la République est un peuple unique et indivisible, et que petit à petit, vous avez détruit des valeurs et des principes fondamentaux de la République. Et donc, si vous avez décidé finalement de rendre permanent, parce que le terme n'est pas utilisé, mais c'est bien l'intention, on verra bien le contenu de ce projet de loi qui sera présenté au mois de janvier. Doit-on se douter qu'il va peut-être être présenté le 3 janvier? Vous vous souvenez du 3 janvier 1974, au moment où les gens reviennent des fêtes, etc. Sauf que le problème, c'est que avec les restrictions sanitaires, on ne peut pas dire franchement que les gens vont véritablement profiter de ce moment de liberté, ce moment de joie, d'allégresse, de rassemblement, d'unité. Mais je pense qu'il va falloir être très, très, très attentif au contenu de cette loi. Parce que si cette loi, comme je vous le dis, a l'intention de rendre permanent, c'est-à-dire de légiférer sur un principe de passe vaccinal, qui plus est un passe vaccinal avec une porte ouverte pour y intégrer dans le futur d'autres vaccins, voire d'autres traitements, que ce passe vaccinal va-t-il être calqué sur les mêmes principes d'autoriser, de permettre des citoyens français d'accéder à des lieux, de participer à des événements, même privés, à condition d'avoir leur complet schéma vaccinal acquis pour voir leur passe vaccinal validé. Certains d'entre vous ont eu la même idée que moi, la même logique, la même déduction, que, comme par hasard, on a appris qu'en Suède ou en Norvège, ils vont commencer à développer les fameuses puces sous-cutanées, RFI, je crois, ou RFDI, je ne sais plus comment on les appelle. Parce que finalement, le pass vaccinal,
comme le pass sanitaire. C'est un outil, une application que vous avez sur votre téléphone, ou même parfois vous pouvez sortir un document papier. Mais pour garantir la sécurité des données, enfin tout du moins la sécurité que vous puissiez bénéficier de l'intérêt et des avantages que le pass vaccinal va vous donner de façon permanente. C'est-à-dire de ne pas dire mon téléphone ne marche plus, j'ai plus de batterie, je l'ai oublié chez moi. Non. On va faire en sorte que vous l'ayez en permanence sur vous. Et quel autre outil de permanent qui permettra de vous identifier comme un bon élève ou un mauvais élève dans la société française, si ce n'est la puce sous-cutanée. On y progresse à cette fameuse identification numérique. Je vous rappelle, c'est un projet de longue date de pucer l'ensemble des individus. Ainsi, mieux les contrôler, mieux les gérer, mieux vérifier leur mode de consommation, comme leurs opinions. Et rendez-vous compte que si jamais vous ne rentrez pas dans le moule, si vous avez des idées et des pensées réfractaires, dissidentes, révolutionnaires, insurrectionnelles, votre puce, eh bien ils pourront la canceller, ils pourront la supprimer, ils pourront en déterminer des données à l'intérieur en disant attention, cet individu est dangereux. En toute honnêteté, je voudrais que vous preniez bien conscience que si cette loi qui sera présentée au mois de janvier passe au Parlement, passe au Conseil d'État, passe au Conseil constitutionnel, les doigts dans le nez, eh bien je vous invite à envoyer un courrier à votre élu en disant voilà, je sollicite que soit supprimée liberté, égalité, fraternité sur tous les devantures, les façades des mairies de France et de Navarre. Parce que ce pass vaccinal va remettre en question le principe des libertés individuelles, va remettre en question le principe de la fraternité, puisque déjà le pass sanitaire a déjà bien entamé le principe de fraternité. Et l'égalité, eh bien à partir du moment où, si vous êtes vacciné ou pas vacciné, si vous avez votre schéma complet ou pas complet, vous ne serez plus considéré à l'égal de votre voisin, de votre membre de famille, de votre collègue, de votre ami, parce qu'il vous manquera un schéma vaccinal. Il vous manquera un vaccin contre la grippe, il vous manquera un vaccin contre l'hépatite, il vous manquera un vaccin contre la Covid. Et on fera de vous un paria. Cette loi qui sera présentée au mois de janvier, cette loi dont le Premier ministre, Jean Castex, a officiellement dit à tous les Français, je vais proposer de faire de vous 2 catégories de Français. Les bons et les méchants. Les gentils et les subversifs. Puisque vous ne vous soumettrez pas à la politique et à la doctrine de santé publique. Santé publique d'ailleurs, je rappelle que là on vient aussi encore de révéler qu'un des conseillers de l'OMS qui a fourni un rapport pour considérer que l'ivermectine n'était pas un produit efficace dans le traitement du Covid déclaré, est un mec évidemment qui reçoit des pots de vin ou qui a des conflits d'intérêts avec un certain nombre de laboratoires Big Pharma. D'ailleurs, c'est quand vous avez à la télévision des gens qui viennent en disant l'OMS a préconisé ou a dit ceci, l'Institut de santé publique a dit ceci, l'Europe a dit ceci, etc. Elles se reposent en effet, ces institutions se reposent sur des rapports, sur des études, sur des tests, sur des analyses. Le seul problème, c'est qu'évidemment, on fera toujours en sorte que personne ne nomme ni les noms, ni les enquêtes, qui les finance et qui on a mis dedans, pour que certains Français viennent à gratter un petit peu, se rendent compte que finalement, ces études sont complètement bidons, parce que commanditées par des Big Pharma. Quand M. Véran vous dise
les produits ont été testés, ils sont vérifiés, ils sont fiables, etc. Ben oui, ils ont été... Mais par qui? Par qui et pour qui? C'est ça qui est formidable. Hein. Je rappelle quand même qu'on a quand même eu un scandale qui s'appelle le Remdesivir. Hein, mais on a l'impression que là, tout le monde a oublié. Tout le monde a oublié le Remdesivir. Donc, j'ai envie de dire, attention danger. Attention danger parce que il faut savoir que, inversement aux États-Unis aujourd'hui, c'est une véritable cacophonie, c'est-à-dire que on en rajoute avec le Micron, le Delta, on est en train de présenter ou de mettre en avant le fait qu'il y a des gens qui meurent aux États-Unis à cause du Covid, à cause du Delta, que c'est des non-vaccinés, etc. Encore une fois, les États-Unis n'est pas un bon exemple parce que les Américains sont des malades imaginaires. Ce sont des hypocondriaques. Ce sont des hyper-médicalisés. Ce sont des comportements infantiles et immatures en matière de mode de consommation et qui plus est de consommation de nourriture qui ne sont pas forcément très bons pour la santé quand on en abuse. Et que le résultat, il est là. C'est que les États-Unis fait partie des pays qui ont le plus de diabète, qui ont le plus d'obésité, qui ont le plus de problèmes et de dérèglements, même, voire même génétiques. C'est un fait. Donc, en effet, aux États-Unis, on est à 600, presque 700 000 morts. Oui, 700 000 morts sur 328 millions d'habitants. En 2 ans, enfin bientôt 3. Donc, je pense que malheureusement, force est de constater que il y a quelque chose dessous, il y a quelque chose de sous-jacent dans toute cette affaire. Évidemment, chacun y trouve un petit peu une réponse. Est-ce que c'est la situation économique qui est tellement désastreuse qu'aujourd'hui les mondialistes ont accéléré le plan de mainmise sur les États-nations, voire les détruire à petit feu, pour mieux prendre le contrôle sur les peuples? Est-ce qu'on est en train de nous préparer une année 2022 qui va être un chaos, qui va être apocalyptique? Je rappelle, en ce moment, avec l'Ukraine, la situation se tend de plus en plus. On a la Russie qui vient de déclarer officiellement une ligne rouge à ne pas dépasser, puisque les négociations et les pourparlers avec les États-Unis ont évidemment mené nulle part. Donc, l'Ukraine est en train d'être transformée en un véritable baril de poudre. Nous avons toujours des tensions actuellement sur une volonté de la Chine de prendre le leadership et le pouvoir sur le Pacifique et de détrôner finalement les Américains. Donc là, les Américains, évidemment, Taïwan devient aussi un enjeu stratégique dont on parlera certainement dans les mois à venir. Et que dis-je de l'Europe? Avec l'élection présidentielle française, qui va sans doute être déterminante pour savoir si au contraire, est-ce qu'on va être dans une continuité de destruction du pays avec Pécresse, ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'on va vers un chaos ou une apocalypse avec Le Pen ou Zemmour? Le fait est, c'est que aujourd'hui, moi je suis convaincu que le peuple français doit prendre conscience de la situation. Or évidemment, c'est mal barré, hein, disons-le carrément, même si, en effet, on commence à constater sur le terrain des revirements d'opinion, des revirements de position, c'est-à-dire des gens qui commencent à acquiescer, qui commencent à prendre conscience du réel. Moi j'ai envie de dire aujourd'hui, attention, danger, parce que les candidats qui seront adoubés pour être solvables au second tour de l'élection présidentielle, dites-vous bien qu'ils y accéderont avec un plan donné, avec une stratégie, un scénario donné.
Dites-vous bien que ce n'est pas des candidats qui vont, oui, peut-être nous sortir de l'Europe, mais nous sortir de l'Europe pour mieux nous réintégrer à quelque chose d'autre. Parce que très clairement, si nous sortons de l'Union européenne et si nous sortons de l'euro, il va falloir qu'on trouve des partenaires suffisamment solides pour permettre à la France de reprendre le poil de la bête. Rappelez-vous, je vous avais parlé dans une vidéo que si demain la France décide de quitter l'Union européenne et de quitter l'euro et de reprendre une monnaie souveraine, dites-vous bien que ça va être au moins, dans la meilleure gestion qui soit faite, 1 à 2 ans de vache maigre. 1 à 2 ans de conflits sociaux. Parce que forcément, il va y avoir une période de latence, il va y avoir une période de transition. Après, tout dépendra évidemment aussi de l'existence même de l'Union européenne. Parce que, comme je vous l'avais déjà dit, si jamais la France quitte l'Union européenne, l'Allemagne ne va pas soutenir toute seule l'Union européenne. Donc elle va saborder l'Union européenne avant même que la France ne quitte l'Union européenne. Donc c'est-à-dire que finalement, tous les pays de l'Union européenne vont reprendre leur souveraineté. Et qui plus est, intelligence, ce serait que l'ensemble des pays qui quittent l'Union européenne se trouvent des accords entre eux pour se consolider et s'aider mutuellement à reconstruire leur souveraineté économique, politique, stratégique et monétaire. Ce qui, dans une autre situation, mettra en évidence, en valeur, un autre acteur non négligeable qui est évidemment les États-Unis. Car comme je vous l'ai expliqué, si nous reprenons une monnaie souveraine, cette monnaie souveraine n'aura aucune valeur intéressante dans la négociation et dans les échanges internationaux. Il faudra forcément qu'on travaille avec des monnaies faisant partie de ce qu'on appelle le panier monétaire international, dont je vous avais déjà parlé, qui est constitué aujourd'hui de l'euro, du dollar, du yuan, du yen et de la livre sterling. Donc vous pensez bien que les intérêts monétaires américains verraient un grand intérêt, énorme intérêt, à voir l'Union européenne exploser en plein vol. Puisque de ce fait, il est évident que des pays comme la France, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, voire même l'Allemagne, ne choisiront pas pour leurs échanges internationaux le yuan, le yen ou la livre sterling, mais bien évidemment le dollar. Donc vous comprenez bien qu'une explosion, un abandon, un sabordage de l'Union européenne tirerait forcément profit aux Américains de pouvoir redonner une valeur à leur dollar. Et nous serions gagnants, puisque nous aurions un franc qui pourrait être adossé sur le dollar, et en négociant suffisamment intelligemment et suffisamment bien notre intérêt, nous pourrions très aisément redonner une valeur du franc par rapport au dollar et relancer notre économie. Alors évidemment, c'est théorique, Ça, sur le papier, ça peut fonctionner. Malheureusement, il y a un grand nombre d'éléments, un grand nombre de facteurs qui rentrent en ligne de compte et qui pourraient en effet empêcher ce scénario de pouvoir se produire. En l'occurrence, les Chinois. Les Chinois, eux, par contre, n'ont pas d'intérêt à faire exploser l'Union européenne. Parce qu'ils le savent. Si l'Union européenne explose, les pays de l'ancienne Union européenne iraient forcément dans le giron du dollar américain. Et pas de yuan. L'acteur, en revanche, qui pourrait jouer aussi un petit peu les troubles faits, c'est évidemment la Russie. Et plus particulièrement avec les pays de l'Est, les pays de l'Est de l'Union européenne. Même si des pays comme la Pologne, la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie sont des pays qui ont encore beaucoup de griefs à l'encontre des Russes. On le sait que les Allemands aiment beaucoup travailler avec les Russes. Alors que pourtant les Allemands sont un petit peu tenus en laisse par les Américains à ne pas pactiser avec le diable. L'affaire du fameux gazoduc Nord Stream 2 en est un très bel exemple. Donc vous voyez que
nous sommes devant une partie d'échec, mais une partie d'échec qui est cruciale. La géopolitique, la géostratégie, l'économie mondiale a toujours été une partie d'échec. Mais là, on arrive à un point crucial où le moindre faux pas peut faire chuter l'un ou l'autre des rois. Qui va abandonner? Qui va céder? Qui va être vaincu? Qui va être le vainqueur? Donc vous voyez bien que vous êtes actuellement, nous sommes tous actuellement, sujets à une guerre de pouvoir, à une guerre d'influence. Et dans cette guerre de pouvoir et d'influence, la question essentielle, c'est: sont-ils capables d'aller jusqu'au sacrifice? Sont-ils capables de sacrifier une partie de leur peuple pour assouvir leur dessein? La question est posée. Alors, attention, quand je pose cette question, c'est dans les différents champs narratifs auxquels on est confronté. C'est aussi bien le champ narratif économique que géopolitique. Parce que si la fin de la guerre froide nous a soulagés d'un poids de nous dire: ah ben ça y est, maintenant on risque pas de se ramasser une bombe nucléaire sur le tronc de la tronche, force est de constater qu'aujourd'hui, c'est pas aussi vrai. Sachant également que vous avez une partie de ce monde qui devra aussi passer à la trappe, c'est le Moyen-Orient. Parce que si aujourd'hui les pays occidentaux sont très contents de trouver des partenariats avec des pays tels que l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Sultanat d'Oman ou les Émirats Arabes Unis, c'est parce qu'il y a du pognon. Mais le pognon, ça n'achète pas forcément tout. Parce que force est de constater que le conflit ethnico-religieux reste également aujourd'hui un sujet important. Je veux dire, quand on voit ce week-end des Algériens ou des Français d'origine algérienne ou des Franco-algériens investir les Champs-Élysées parce que leur équipe a gagné la Coupe africaine, et que derrière, si ça avait été l'inverse, c'est-à-dire des Français qui aillent manifester ou leur joie sur les Champs-Élysées, est-ce que vous pensez que le traitement de la police aurait été le même? Non, il ne l'aurait pas été. Mais ça fait partie du plan. Lâcher du lest d'un côté, faire de la répression de l'autre. Ne pas mettre la pression sur les uns, en revanche le mettre sur les autres. Et donc là, vous créez une situation de déséquilibre total. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez dans la population française des gens blancs, d'origine, de souche, ou issus d'autres flux migratoires, mais assimilés, etc., qui se rendent compte qu'eux, on les oblige à respecter des règles, à respecter des lois, vous quitte même à subir des pressions, des répressions. Par contre, vous avez une partie de la population française, parce qu'elle a des origines, parce qu'elle appartient à une communauté, à une minorité. Eux, par contre, attention, on ne touche pas trop. Ben, vous créez un déséquilibre. Et de ce déséquilibre, vous créez des jalousies, vous créez des rancœurs, vous créez des injustices, vous créez des fractures, vous créez deux France. Dites-moi, ça vous dit pas quelque chose, ça, ce genre de scénario? Les États-Unis. Aujourd'hui, le peuple américain est un peuple complètement fracturé. Et quand je dis complètement fracturé, c'est pas fracturé par la couleur de peau ou par l'origine. Non, elle est fracturée sur le plan social. C'est-à-dire que c'est une Amérique de riches, d'aisés, bourgeoisie, bobos, classe moyenne aisée, contre une Amérique populaire, ouvrière, pauvre, en précarité, et qui ne fait aucune différence de couleur, même si, en apparence, évidemment, les médias jouent leur rôle de mettre en avant le problème de la couleur de peau, le problème de l'origine, le problème de la religion. Mais tout ça, c'est du décorum.
Parce que la réalité du terrain, c'est que vous avez aussi bien des blacks, des hispaniques, que des blancs, que des asiatiques, qui se retrouvent, idéologiquement parlant, à constater une réalité de fait. Eh bien, la France, aujourd'hui, c'est pareil. En France, vous avez aussi bien des Français de souche que des Français issus des immigrations italiennes, espagnoles, polonaises, bulgares, hongroises, je ne sais où, de ce qu'on appelle les intra-européens, voire même asiatiques, tous les compatriotes issus des anciennes colonies françaises, les rapatriés, des ce qu'on appelait les fameux boat people. Nous en avons en France de ces générations qui sont issues de ces familles qui sont venues trouver en France un exil, un asile, et qui sont parfaitement intégrés à la société française. Tout comme les anciennes générations issues du Maghreb. Vous avez aujourd'hui des deuxième, troisième, quatrième génération ou cinquième génération issues du Maroc, de la Tunisie, d'Algérie, de pays d'Afrique noire, qui sont parfaitement intégrés à la société française. Mais eux, ils sont les premières victimes, finalement, de ce délire, de ces politiques idéologiques qu'on subit depuis les années 80, qui veut nous imposer une simplicité, une généralité, à défaut de comprendre la complexité du sujet. Et donc aujourd'hui, ceux qui sont les plus à blâmer, eh bien, ce sont toutes ces générations parfaitement intégrées, issues du Maghreb. Parce que c'est eux qui vont s'en prendre plein la gueule les premiers. Parce que tout est forcé, tout est mis en avant pour forcément mettre en confrontation ces cultures, ces religions. On attaque, on discrédite, on salit l'image de la chrétienté. En revanche, dès qu'on touche à l'islam, c'est de l'islamophobie. Et ça, c'est la pratique aussi bien de certains intellectuels, artistes comme politiciens. Donc quand on en arrive à ne pas admettre que le sujet est complexe, que c'est le fait de minorités, à tel point que même sur un débat avec Zemmour, quand vous avez Corbière ou je ne sais qui, ou Zeribi, qui dit mais allez dans les quartiers, vous êtes allés dans ces quartiers pour rencontrer. Et que Zemmour lui dit mais je ne peux pas aller dans ces quartiers. Parce que la sécurité n'est plus appliquée. Parce que je ne peux pas aller dans ces quartiers sans prendre le risque de me faire agresser, voire peut-être tuer. Et là, évidemment, en face, c'est du cliché. Non, c'est pas du cliché. Ça fait depuis 20 ans que TF1 diffuse des reportages qui nous montrent bien qu'il y a un problème. C'est pas de la propagande, c'est bien une réalité. Si vous avez dans vos relations des policiers honnêtes, qui savent faire bien leur métier, qui sont de réels professionnels, tous vous le diront, vous expliqueront, vous raconteront des histoires qu'ils ont connues, qu'ils ont subies, et qui démontrent bien que nous avons eu un laisser-aller, un laisser-faire flagrant, qui s'étale aujourd'hui sur plusieurs générations, et comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, qui nous donne aujourd'hui le résultat d'avoir dans notre société des gens qui se comportent comme des sauvages. Une sauvagerie pour laquelle notre institution, notre République, notre culture occidentale n'est plus du tout adaptée à traiter, à comprendre, à résoudre. Donc tout ça pour vous dire que finalement, ce que certains d'entre vous peut-être connaissent dans l'histoire, sur ce qu'on appelle le déclin des sociétés, le déclin des civilisations, nous avons toujours un œil sur l'histoire qui est un petit peu abstrait, puisque nous ne pouvons comprendre l'histoire que parce que ceux qui le relatent, parfois le relatent de façon objective, ou le relatent de façon politisée, idéologiquement très orientée. Le fait est, c'est que quand on compile un peu tout ça, on a quand même un point de vue, on a quand même une vision des choses qui tente à prouver qu'il y a des moments, des situations qui ont fait que ça s'est très mal terminé pour certains.
D'où d'ailleurs, c'est pour cette raison, dans ma précédente vidéo, j'avais bien rappelé ce fait essentiel, d'avoir un président de la République qui vous dit que le grand remplacement n'existe pas. Mais j'ai envie de lui dire, mais il va falloir réviser votre histoire, monsieur Macron. Il va falloir réviser votre histoire des civilisations américaines, tout continent confondu. Il va falloir que vous révisiez votre histoire sur la Mésopotamie. Il va falloir que vous révisiez votre histoire contemporaine sur Israël et le Tibet. L'Australie, la Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces endroits-là, à votre avis? Donc, voilà, je veux dire, quand un président vous dit ça, il insulte l'intelligence des Français qui ont un minimum de connaissances et d'histoire pour savoir que, mais, le grand remplacement, comme je l'avais fait expliquer dans ma vidéo, dire que ça n'existe pas, mais c'est un déni de réalité. Attention, ça ne veut pas dire que ça valide la théorie d'Albert Camus. Renaud Camus, pardon. Oh, je ne confonds pas les deux. Renaud Camus. Donc, ça ne confirme pas la théorie de Renaud Camus. Mais c'est bien un processus civilisationnel qui s'est déroulé dans l'histoire de l'humanité. Et pourquoi est-ce que ça n'arriverait pas encore aujourd'hui? Donc, déni. Donc, finalement, autant dire que on n'est pas dans la merde, et que je pense que les événements qui vont se produire dans les semaines à venir, parce que peut-être qu'on va vous laisser un petit peu respirer, enfin, respirer est un bien grand mot, hein, avec le masque, évidemment. Donc, affaire à suivre. D'ici là qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ou encore on va être émerveillé par l'absurdité des événements. Que puis-je vous souhaiter d'autre? De bien vous porter.